Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Johan Dev. Cette semaine, nous allons parcourir ensemble, découvrir ensemble, peut-être pour la première fois pour certaines et certains d'entre vous, la gestion des logs avec Symfony. Alors, je vous le dis tout de suite, on ne va pas rentrer dans les infimes détails parce qu'il y a une infinité de possibilités avec la gestion des logs sous Symfony, mais je vais vous donner les quelques petites bases, les quelques petites lignes pour enfin s'en sortir et savoir ce qui se passe dans vos applications. Et petit bonus, à la fin de la vidéo, nous allons voir comment déployer un outil de centralisation de logs qui s'appelle GlitchTip. Rien que le nom vaut que vous restiez jusqu'à la fin de la vidéo. Et puis, vous le savez, on est sur YouTube, donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on perd pas de temps, on se lance tout de suite, hop, en mode tuto. C'est beaucoup plus sympa quand on commence tout de suite. Et comme d'habitude, vous le savez, je débute souvent les vidéos avec le terminal qui est lancé parce que il y a beaucoup de choses qui se passent dans les terminals en fait. On va zoomer un petit peu, hop, et on va gentiment se créer un nouveau petit projet Symfony qu'on va appeler GlitchTip. Là, je vais l'appeler prépa, mais on va l'appeler GlitchTip tout court. Hop, je vais renommer ça. Voilà, on va faire un Symfony New GlitchTip parce que c'est la finalité finalement de ce qu'on va voir ensemble, web app pour avoir une application web complète. Allez, on lance la création de ce nouveau projet Symfony. Jusque-là, c'est du ultra classique pour ceux qui suivent les vidéos. Vous le savez, à chaque fois, en tout cas la plupart du temps, on repart à chaque fois de zéro pour que vous puissiez suivre. Il n'y a pas, les vidéos ne se suivent pas. Alors ça arrive des fois que je fasse des séries, mais j'aime bien avoir des vidéos qui se suffisent à elles-mêmes. Comme ça, si quelqu'un débarque sur la vidéo, eh bien, il peut très facilement suivre sans avoir besoin de suivre plein d'autres vidéos. Alors, GlitchTip, on rentre dans le répertoire. Parfait, on va ouvrir ça tout de suite dans un éditeur de code. Alors, mon éditeur de code, il est à l'autre bout, sur un autre écran. Hop, je le rapproche ici. Et pareil, je vais zoomer. C'est peut-être un petit peu trop ici. Nickel. Hop, hop, hop. Ça, c'est bon. Maintenant, ce qu'on va se faire, c'est que pendant qu'on est chaud, on va se créer tout de suite un petit contrôleur. On va l'appeler le contrôleur error. Vous allez voir que ce contrôleur va être un petit peu particulier, puisqu'on va lui demander de nous générer volontairement des erreurs. Puisque nous allons vouloir les loguer, nous allons vouloir volontairement nous générer un maximum d'erreurs pour voir comment les envoyer dans un fichier de log. Donc, on va démarrer notre serveur Symfony. On va faire un Symfony serve hop, -d, c'est parti. On démarre notre petit serveur Symfony, il est sur le port 8001. Où est-ce qu'il s'ouvre? Hop, il est ouvert ici, je le rapatrie sur l'écran, parfait. Et donc, comme je vous le disais, on va se créer un petit contrôleur. Est-ce qu'on l'a créé? Oui, on l'a créé déjà, le contrôleur error. Donc, on peut les tester que notre contrôleur existe bien. On va sur /error. Et on a effectivement bien un contrôleur error qui existe, ça, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, hop, ce que je vais faire, c'est que je vais, hop, le changer de fenêtre. Ça, vous ne le voyez pas, mais hop, au moins, comme ça, on est nickel. Ok, on a notre contrôleur error, jusque-là, tout va bien. Alors, ce qu'il faut savoir dans la gestion des logs, Symfony ou pas, c'est qu'il y a une forme de hiérarchie dans l'ordre des logs. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de logs avec des niveaux d'erreurs possibles. Je vais vous les donner du plus faible au plus grave, entre guillemets. Le plus faible, c'est le mode debug. Après, on a info, notice, warning, error, critical, alert, emergency. Donc ça, c'est des niveaux de log que vous allez retrouver à peu près dans tous les systèmes de log, que ça soit Symfony, des logs système, bref. C'est quelque chose de relativement classique et que vous allez retrouver de partout. Mais il était bon de se souvenir de ces différents niveaux de log. Donc justement, nous allons essayer de voir comment dans Symfony, on peut envoyer des logs avec différents niveaux, ces fameux différents niveaux. On va le faire dans notre contrôleur error. Vous vous rappelez, on a créé un petit contrôleur error ici. Il est dédié précisément à ça. Et là, vous allez voir qu'on va faire un truc très simple. On va aller chercher ici. Alors, je vais couper Copilot parce que sinon, c'est pas rigolo. Ça va me compléter le code et vous
je n'ai plus grand-chose à vous expliquer. Donc, on va aller chercher ici le logger interface, puisque c'est cette interface-là qu'il faut utiliser si vous souhaitez envoyer des logs. Alors, sachant que votre système Symfony va déjà émettre plein de logs, hein. S'il y a une erreur 500, s'il y a une erreur 400, si vous avez un problème particulier, Symfony se charge déjà d'émettre des messages que nous allons essayer de capter tout à l'heure. Mais là, on va volontairement émettre, nous, des messages, et pour ça, il faut utiliser la logger interface, et on va la stocker dans une petite variable qu'on appelle logger, tout simplement. Donc désormais, on a la possibilité de pouvoir loguer des choses. Donc on va essayer de le faire dans l'ordre, hein. Rappelez-vous, on avait... il est sympa Copilot, mais je t'ai désactivé. Logiquement, il ne devrait pas me proposer de contenu. Est-ce qu'il faut que je quitte et que je revienne sur la page? Donc, on va chercher notre logger et on va lui dire, bon, écoutez, il nous propose des choses, c'est pas très grave. Nous, le premier niveau, rappelez-vous, c'était le niveau debug. Et on va lui dire, hop, ceci est un message de debug. Parfait. Ensuite, deuxième niveau, rappelez-vous, c'était le niveau info. Donc, on envoie un $logger, le petite flèche info, ceci est un message d'info. Après, on avait notice, pareil. On avait quoi? On avait warning, on monte un petit peu comme ça dans les gammes. On a ensuite error. Hop, finalement, hein, notre petit copilot, c'est quand même peut-être finalement pas trop mal. Le $logger, on envoie un message de type critical. Et enfin, le emergency, le alerte. On a le alert, et enfin, on a le emergency avant de finir. Donc là, si tout se passe bien, logiquement, sans qu'on ait rien à faire, on vient d'installer un projet de base Symfony, on déclenche volontairement des écritures de log dans les différents niveaux de log et on va voir ce qui se passe. Alors, on va consulter notre page web. Ok, je viens ici, je fais un F5 et il ne se passe rien. J'ai pas de message particulier, j'ai rien de spécifique. Ici, il me dit que j'ai... Ah, il me dit quand même, vous voyez que dans la debug bar, il me montre quand même quelques messages. Alors, il me les montre pas tous, il m'en montre certains, il me montre en vérité certains niveaux de log seulement. Mais, ok, ça c'est bien beau, mais est-ce que j'ai moyen de les retrouver quelque part, ces logs? Eh bien oui. Par défaut, sans que vous n'ayez rien à faire, dans le répertoire var, vous avez un sous-répertoire log, et là vous voyez qu'il y a un fichier qui s'appelle dev.log. Et regardez, si on vient sur ce dev.log, il a déjà logué plein de choses. Est-ce que je peux, peut-être on va fermer ça comme ça, et peut-être dézoomer un tout petit peu. Donc là, on a plein de logs. Ça, c'est pas des logs que nous on a générés, ça c'était des logs automatiques, et on voit que nos logs sont arrivés à partir de là. Ceci est un message de debug, ceci est un message d'info, ceci est un message de notice, etc., etc. Donc ça, c'est bien nous qui les avons envoyés. Vous voyez que là, il y a actuellement 34 lignes. Vous avez bien compris que si je fais un F5 ici et que je reviens dans mon fichier, il n'y a plus 34 lignes, hein, il y en a plus, puisqu'on en a rajouté. Eh bien, vous voyez ici, on voit bien tous les app point quelque chose qui apparaissent. On va tout à l'heure regarder ce que ça veut dire ce fameux app quelque chose, ce fameux request point quelque chose, etc., parce que ça a du sens, mais vous inquiétez pas, on va rentrer dans le détail, un petit peu plus dans le détail. Donc là, ok, on est capable de capter des logs émis soit par le système, soit qu'on envoie de manière volontaire en utilisant la logger interface. Là, ça marche parce qu'on est en dev. Parce que regardez ce qui se passe si je me mets en production. Donc, je vais modifier mon point. Je vais me mettre ici en prod. OK. Je vais aller dans mon terminal. On va quand même faire un Symfony console. Console cache clear. Hop, comme ça on va réchauffer un petit peu le cache de la prod. Voilà, c'est bon. Et regardez, maintenant si je rafraîchis ma page, alors ok, j'ai plus la debug bar en bas, c'est normal, je suis en production. Je fais plein de F5, hein, et regardez, si je vais dans mon répertoire log, eh bien, ok, j'ai bien le fichier dev.log de tout à l'heure, mais je m'attendais à trouver un fichier prod.log, et ce n'est pas le cas. Et c'est tout à fait normal. Donc on va supprimer le dev ici, hein, pour faire un petit peu de place, pour qu'on voie bien ce qui se passe. Donc, que s'est-il passé? Eh bien, ce qu'il s'est passé, c'est que la configuration par défaut de l'outil qui vient faire le log dans Symfony, qui s'appelle monologue, on ne l'a pas encore dit jusqu'à présent, mais ça y est, le mot est lâché. Dans Symfony, il y a un élément qui nous permet de gérer les logs, il s'appelle monologue. Eh bien, il vient avec une configuration
par défaut qu'on retrouve dans le répertoire config package monologue.yaml ici. Et vous voyez qu'il y a plusieurs petits items. On voit que quand on est en mode dev, eh bien, il est configuré d'une certaine manière. Et on voit que ici, il y a un chemin qui correspond en fait au chemin où on a retrouvé notre fichier. Et si on va voir dans production, vous allez voir qu'à aucun moment, il y a un chemin vers un fichier. Ça veut dire que par défaut, notre application n'envoie pas les logs vers un fichier. En vérité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle l'envoie vers la sortie standard de PHP. Et vous pourriez aller demander à regarder la sortie standard de PHP. Hop, est-ce que j'ai la commande dans le coin? Log de la sortie standard, hop, de PHP. Hop, on va aller essayer de voir si on peut regarder ça. Est-ce qu'on peut checker? Le problème, c'est que j'ai d'autres choses qui tournent sur mon poste et je ne suis pas sûr de vous montrer que ce qui nous intéresse. Donc, je ne vais pas le faire. Mais sachez qu'il est possible d'aller consulter cette sortie standard. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de l'envoyer dans nos propres fichiers pour les avoir au sein de notre application. Comment allons-nous faire? Eh bien, nous allons simplement changer ici le pass. On ne va plus l'envoyer vers la sortie standard, mais on va la renvoyer vers exactement le même endroit où on a envoyé tout à l'heure nos fichiers de log pour la dev. Donc, on va copier simplement ce chemin-là. On va le coller ici à la place de notre pass qui est où ça a envoyé vers le PHP standard, la sortie PHP standard. Donc là, on a mis à jour ça. On va voir le reste après, vous inquiétez pas. On va aller rafraîchir, hop, notre cache. Il est là. On se fait un petit Symfony console. Il est rafraîchi. On fait un petit F5 sur notre application. On va en faire même plusieurs. Et regardez ce qui se passe. Si on va dans notre explorateur de fichiers, dans var log, cette fois-ci, on a bien un fichier prod.log qui vient de faire son apparition. Et là, on a des logs. Alors, il ne ressemble pas exactement au log qu'on avait tout à l'heure, mais on retrouve bien le contenu ici. Ceci est un message d'info, etc., etc. Donc, on a bien nos fichiers de log. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne ressemble pas à tout à l'heure? Parce que par défaut, la configuration de Monologue arrive avec un formateur. Le formateur, ici, c'est Monologue formateur JSON. Donc nous, on n'a peut-être pas spécialement envie de ça, et puis on n'a pas envie de loguer non plus la console et les déprécations, donc on va virer cette partie-là, on n'en aura pas besoin pour notre démonstration, et puis on va virer ici le formateur en JSON. Okay, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va vider le fichier de prod, le fichier de log, histoire de repartir sur des bonnes bases. Donc, on va rafraîchir notre cache. Vous allez voir que rafraîchir notre cache, on va le faire un certain nombre de fois puisqu'on est en production. En tout cas, on simule une production et on rafraîchit notre page. Et là, allons constater le résultat. Dans notre fichier prod.log, ça y est, cette fois-ci, on a bien nos logs. On retrouve les mêmes choses qu'on avait tout à l'heure avec les fichiers dev.log. Donc là, maintenant, vous êtes déjà capable, en production, d'aller lire les fichiers, en tout cas d'envoyer les logs de Symfony dans un fichier. Par contre, ce qui peut se passer, c'est que très rapidement, vous pouvez avoir des fichiers qui grossissent énormément. Ça dépend, soit votre application est mal codée, il va y avoir beaucoup d'erreurs qui vont ils vont générer beaucoup de logs, ou alors vous allez loguer des niveaux de messages qui ne sont pas intéressants. Par exemple, est-ce que ça vaut le coup de loguer des infos? Est-ce que ça vaut le coup de loguer des notices en production? Probablement pas. Alors là, on va le faire pour la démonstration, pour avoir beaucoup de choses à loguer, mais imaginez en production, peut-être que vous n'allez vouloir avoir que à partir du niveau error, voire critical. Ça dépend de ce que vous cherchez à faire, évidemment. Donc, on va quand même se générer de la quantité. On va essayer de voir ce qui se passe quand on a de la quantité de logs. Donc là, vous allez voir, pas faire grand-chose. On va simplement ici, dans notre logger ici, on va rajouter une petite boucle. Et une petite boucle, pas si petite que ça. Hop, n'importe quoi, moi. Hop, on va boucler, attendez. Voilà, on va boucler, allez, 10 000 fois. Donc, ici, hop, on déplace nos petits créations de log, on les met dans notre boucle for. Hop, hop, on va mettre un petit peu l'indentation bien comme il faut. Hop, voilà, nickel. Donc là, maintenant, à chaque fois que je vais appeler ma page error, je vais créer à peu près 10 000 lignes de log. Donc là, forcément, ça va prendre un petit peu de temps, parce que là, vous imaginez bien, en plus, ça écrit dans un fichier, donc ça prend un petit peu de temps.
Donc là, si je vais voir mon fichier prod.log, là, et cette fois-ci, vous voyez qu'il est immense. Et là, j'ai 10 000 entrées dans mon fichier. Ok, bon, ça va. Si je le fais une deuxième fois, vous avez compris l'idée, je vais en avoir 20 000. Bon, c'est beaucoup, hein. Là, volontairement, on en a beaucoup. Dans la vraie vie, il y a peu de chances qu'un appel sur une page vous génère autant de logs. Mais là, vous voyez qu'on a un fichier qui grossit à toute vitesse. Imaginez maintenant ça toutes les minutes, toutes les heures, toutes les secondes et tous les jours. Là, ça va rapidement devenir la catastrophe. Donc, il va falloir qu'on imagine peut-être un découpage par jour. Ça pourrait être intéressant d'avoir un fichier de log par jour. Et Monolog permet de faire ça. Donc, on va aller dans le fichier de configuration de Monolog. Et il faut qu'on s'intéresse à quelque chose qu'on n'a pas encore expliqué. Et on va l'expliquer maintenant parce que c'est maintenant que ça va être intéressant. Dans la configuration de Monolog, on configure des handlers. Et ici, on a un handler qu'on a appelé main. Le main, ici, il est paramétré avec quelque chose qu'on a appelé fingers crossed. Qu'est-ce que ça veut dire? Finger crossed, c'est un mode de fonctionnement spécifique. En gros, qu'est-ce qui se passe? En gros, dès qu'il y a des messages de log qui arrivent, il les empile, il les met dans un espèce de stock tampon, une espèce de buffer. Il les met là jusqu'à ce qu'il y ait un message qui atteigne le niveau qui déclenche. Ici, error. À partir du moment où on atteint ce niveau-là, il l'envoie dans un autre handler qui est précisé ici, et là il s'appelle nested. Donc on l'envoie ici. On a exclu quelques codes HTTP pour pas loguer ici les 404 et les 405, et puis vous pouvez ici, vous voyez, mettre une taille de buffer. Là j'ai laissé les choses par défaut qui sont fournies par défaut avec Symfony. Et cette config là, elle est plutôt pas mal. Je vous conseille vivement de la conserver telle quelle si vous ne connaissez pas trop encore les logs. Donc ce qui nous intéresse, c'est vraiment ici maintenant le nested. C'est ici précisément qu'on paramètre tout ce qui nous intéresse. Donc là, comme vous le voyez, hein, on l'a paramétré sur le mode debug pour pouvoir loguer le plus de messages possible, puisque si j'avais mis critical, eh bien, tout ce qui est en dessous n'aurait pas été logué. Ce qui est important ici, c'est le type. Vous voyez qu'ici, on a un mode stream, on a mis un chemin, et donc, eh bien, en fait, il va streamer les logs, il va aller écrire les logs dans le fichier, il les empile les uns à la suite des autres. Il existe un autre mode qu'on va activer maintenant, et cet autre mode, c'est le mode rotating file. Donc vous allez voir, on va changer le mode ici. On va lui dire rotating file. On va pouvoir lui préciser, toujours pareil, le pass. Le pass, il est là, le level, il est là. On va introduire aussi la notion de channel. On va exclure un channel. On l'exclut parce qu'on a mis un petit point d'exclamation. Donc là, et vous verrez tout à l'heure, on va parler des channels. Je lui dis, écoute, je ne veux pas que tu logs tout ce qui est des logs qui proviennent d'un channel qu'on appelle event. Mais j'aurais pu faire l'inverse et lui dire, je veux que tu logs que tel et tel channel, mais vous inquiétez pas, on va revenir sur la notion de channel un petit peu après. Et enfin, je peux lui dire le nombre de fichiers, c'est-à-dire le nombre de jours que je veux conserver, puisque ça va être un fichier par jour. Donc là, je lui dis à peu près un mois. Donc je veux que tu me gardes un fichier par jour pendant un mois. Donc là, logiquement, vous avez compris, on va rafraîchir notre cache. Tant qu'à faire, on va aller supprimer les fichiers de log pour qu'on soit certain que tout se passe bien, tout se crée comme il faut. Donc là, je supprime le fichier de log. Donc là, j'ai plus de log. Et si je viens faire un F5 ici, donc pareil, hein, je vais toujours créer mes 10 000 entrées. Ça va pas changer. D'ailleurs, on va aller le modifier parce que ça va rapidement nous gonfler d'en avoir 10 000. Mais regardez, si je viens dans les logs, cette fois-ci, j'ai bien un fichier prod, mais qui comporte la date du jour. Et donc, demain, quand on sera, pour moi, au moment où j'enregistre, le 4 novembre, eh bien, il y aura un nouveau fichier qui sera créé le 4 novembre. Donc, ça permet de dispatcher les fichiers par jour. Donc, ça peut être intéressant, déjà pour ne pas avoir des fichiers qui soient beaucoup trop gros, et puis pour pouvoir plus facilement vous y retrouver dans vos logs. Donc ce qu'on va se faire tout de suite, c'est qu'on va enlever la boucle ici, hein, si vous le voulez bien, hop, parce que sinon on va se retrouver avec des fichiers qui sont complètement énormes, c'est pas très intéressant pour la démonstration. Ok, donc là on a compris déjà pas mal de petites choses, on sait envoyer des logs dans un fichier, on sait envoyer des logs quand on est en production, on sait envoyer des logs dans un fichier par jour, et ça tourne, et tous les 30 jours, hop, on garde 30 jours d'historique, et le fichier qui a 31 jours est supprimé, etc., etc. Donc ça se fait en mode automatique, c'est très pratique. Maintenant,
comme je vous le disais, il y a la notion de channel ici. Vous avez vu, je vous ai dit tout à l'heure, on va exclure les événements de type event. Regardez, je vais faire quelque chose. Je vais lui dire, je vais exclure le channel app. Je ne vous explique pas ce que ça veut dire forcément, mais juste, je exclus le channel app. Je vais, hop, vider le fichier de log, on va le supprimer, voilà. On va rafraîchir notre cache, ça, le grand classique. Et on va faire F5 ici. Donc là, logiquement, on s'attend, hein, hop, je vais même le faire plusieurs fois, on s'attend à trouver un fichier de log. Et donc là, eh bien, j'ai bien mon fichier de log. Ça veut dire que c'est peut-être pas app. Ça veut dire peut-être que mon exemple n'est pas le meilleur. Je réfléchis, c'est peut-être pas le meilleur. Mais allez, oubliez mon exemple pourri. Là, j'improvise et quand j'improvise, je fais du caca. Qu'est-ce qu'on a comme channel? Justement, c'est ça la bonne question. On va voir d'ailleurs pourquoi est-ce que je me suis trompé ou pas. On a une commande Symfony qui permet de voir tous les channels monologues qui nous intéressent. Et la commande, c'est celle-ci. On fait un Symfony console debug container monologue. Et si je lance cette commande, vous voyez qu'on a tous les channels. Alors les channels, en vérité, c'est toutes celles qui sont après logger ici. Et donc oui, effectivement, je n'ai pas le app, donc je dis n'importe quoi. Hein. Le app ne fait pas partie des channels du logger. Donc c'est normal que ça ne fonctionne pas. Donc pas d'inquiétude, c'est moi qui ai fait n'importe quoi. Donc là, comme vous le voyez, on a toutes les channels possibles de monologue. On a request, console, messenger, le cache, le HTTP clients, mailer, translation PHP, routeur, doctrine, security et déprécation. Donc ça, c'est tout ce qui provient de monologue. En vérité, hein, je pense que si je mettais app ici, on trouverait, est-ce qu'on trouverait notre log de app par ici? Pas forcément comme ça. Bon, peu importe. Donc, sachez, hein, cette commande, je vous la redonne, Symfony console, debug, conteneur, et on tape monologue. Et sachez que les channels par défaut, c'est celle-ci, request, console, message, etc., etc., etc. Donc, ça peut être intéressant de filtrer par channel, hein, ce que j'ai essayé de faire sur app, mais ça n'existait pas. Mais par exemple, imaginez, vous souhaitez ne stocker que les messages qui proviendraient de doctrine. Alors, on va marquer doctrine, tout simplement. Event, on s'en fiche. Voilà. Donc là, je lui dis, OK, écoute, dans mon fichier de log, que tu stockes à cet endroit-là, que tu fais tourner sur 30 jours, lorsque tu atteins le niveau error à minima, je veux que tu me logs les messages uniquement du channel doctrine. Donc là, si vous avez bien compris ce qu'on fait depuis tout à l'heure, hop, je vais clearer mon cache. Si vous avez bien compris ce qu'on fait depuis tout à l'heure, si je viens maintenant ici et que je rafraîchis, hop, hop, alors même, j'aurais pu vider le fichier ici, prod, on va le supprimer pour que l'exemple soit encore plus parlant. Je rafraîchis, tac, 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 je fais F5 plusieurs fois. Et si je retourne ici, hop, dans mon prod ici, logiquement, je ne suis pas censé retrouver des logs. Sauf que j'en retrouve. Pourquoi ici? Ah bah si, regardez ce qu'on va faire. En fait, on va, je sais pourquoi. En fait, on va lever cette première partie, voilà, le mode finger crossed, on va le virer et on va garder que le mode directement comme ça où on enregistre directement dans le fichier. Donc on n'a plus le système de finger cross et le système de buffer. Là, vraiment, on enregistre directement dans le fichier. Et là, vraiment, je filtre sur le channel doctrine directement. Donc je pense que là, ça va fonctionner. Je vous dis des bêtises. Donc là, je rafraîchis mon cache et cette fois-ci, hop, on va même, regardez, on va supprimer le fichier de log à nouveau hein, pour être certain que je vous dise pas de bêtises. Donc on supprime ici le fichier de log, ok. Et si je fais F5, allez, je le fais 5-6 fois, logiquement cette fois-ci, si je vous dis pas de bêtises, dans log, cette fois-ci magie, on n'a pas de fichier de log parce que on n'a pas émis, nous n'avons pas émis de message de log dans le channel doctrine puisque on les émet ici, le logger, et il les émet, quand on utilise ça, il les émet logiquement dans app. Donc là, je pense peut-être que cette fois-ci, si je mets app, peut-être ça va marcher. Hop, app, si je rafraîchis le cache, je pense que ça devrait marcher. Sinon, il faudra que j'aille regarder la doc pour voir si je vous dis pas de bêtises. Hop, je rafraîchis plusieurs fois. Je vais voir ici et j'ai bien, comme vous le voyez, j'ai un fichier de log. Il n'y a pas de souci, ça a bien logué donc nos messages. Donc là, on est capable de filtrer par channel. Là, je lui dis, OK,
je veux que tu ne m'affiches que les messages qui commencent par app.quelque chose. Donc ça, c'est intéressant. Autre chose d'intéressant, si on revient sur notre cas Doctrine, ok, et on va simuler un petit peu le fait d'émettre des messages qui seraient dans le channel Doctrine. Alors là, on est d'accord, le projet n'utilise pas de base de données, tout ça, mais on peut quand même un petit peu tricher. Comment on va faire? Vous allez voir, on va tricher gentiment. On va virer le logger interface qui est ici. Hop, on le vire. On va se créer une public function construct dans lequel on va s'attendre à recevoir ici un logger interface. Ok, dans $logger, on a logger interface. Donc ici, il faut qu'on fasse un this logger. Jusque-là, tout va bien, tout est compréhensible. Sauf qu'on va paramétrer Symfony pour lui dire que ce logger ici, eh bien en fait, certes, c'est une logger interface, mais on va lui dire, mais c'est précisément un monologue logger doctrine qu'on veut que tu sois. Ça veut dire que tu seras paramétré pour émettre dans le channel doctrine. Donc on peut faire ça. Alors là, dans notre cas, ça n'a pas vraiment de sens, mais c'est pour vous montrer que c'est possible. Comment est-ce qu'on fait? On est dans service ici et on va simplement déclarer ici notre classe app. On était dans contrôleur, ok. Alors attendez, là, tout ce qu'il me propose, ça ne m'intéresse pas. Et notre classe s'appelait error. Contrôleur, hop, contrôleur. 2 points. À la ligne, on met un petit coup de tabulation et on va lui passer des arguments, tout simplement. Arguments. Et nous, hop, on veut lui passer quoi? On veut lui passer le logger, tout simplement. Et nous, le logger, lequel on veut lui passer? On veut lui passer celui de doctrine. Et où est-ce qu'on va le trouver? Eh bien, tout simplement, on retape notre petite commande magique ici, monologue.logger, même on peut faire comme ça pour en avoir une liste un peu plus courte. Est-ce qu'on peut avoir une liste plus courte? .logger.doctrine. Hop, est-ce que comme ça il me l'affiche? Oui, voilà. Donc là, il me dit, ok, le service monologue logger doctrine, son service ID, c'est celui-ci, monologue.logger.doctrine. Donc on va copier ce truc-là. On va venir ici, on va simplement mettre ça dans une petite simple cote. On va faire arrobase et on va coller, décidément, le arrobase et on va coller l'ID de notre service doctrine logger. Donc en fait, on utilise un service qui est là et on lui dit, bon, écoute, quand cette classe-là est créée, tu vas hydrater l'argument logger ici par le service monologue logger doctrine. Ok? Donc désormais, on va envoyer des messages dans le channel doctrine. Ok? Allez, donc là, bon, ça n'a pas de sens, ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais c'est juste pour la démonstration. Alors attendez, j'ai dû faire une faute de frappe. Ouais, je vois que j'ai fait une faute de frappe, c'est contrôleur ici. Ok, allez, on rafraîchit le cache. Tout va bien. On va aller dans notre petite page, on fait notre petit F5 une fois ou deux. Et maintenant, si on va voir notre fichier de log, hop, il est là. Donc là, on avait tous les app de tout à l'heure. Et maintenant, vous voyez qu'on n'a que des messages qui proviennent de doctrine. Donc là, on est capable, comme ça, de venir loguer des messages de différents channels ou de un seul channel, ou on peut même exclure des channels, puisqu'il suffit finalement de mettre un point d'exclamation devant pour exclure une channel. Donc après, ici, vous pouvez passer 1, 2, 3, 4, 5 channels, vous pouvez en exclure un, vous pouvez faire votre petite sauce pour faire votre petit paramétrage. Donc ça, c'est les éléments de base pour pouvoir, j'ai envie de dire, les rudiments de comment envoyer des logs dans des fichiers dans Symfony. Et c'est déjà pas mal, parce que grâce à ça, si vous mettez des logs au bon endroit, au bon moment, eh bien, en plus des logs que vous génère de toute façon Symfony, quoi qu'il arrive, vous allez de cette manière pouvoir mieux comprendre ce qui se passe dans votre application. Cependant, ça nécessite de vous connecter sur votre serveur, de récupérer des fichiers. Ça peut être un petit peu rébarbatif, un peu compliqué à utiliser, suivant le mode d'hébergement de votre application. C'est pas dit que vous retrouviez les fichiers facilement. Bref, il faut qu'on trouve mieux. Et ça tombe bien, il y a des solutions qui existent. Il y a plein de solutions en SaaS qui vous permettent de faire ça. Mais aujourd'hui, on ne va pas utiliser une solution en SaaS. On va utiliser une solution qu'on va héberger nous-mêmes grâce à notre ami Docker. Ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps le savent. Je suis particulièrement fan de Docker. Et alors, qu'est-ce qu'on va utiliser comme solution? Eh bien, vous allez voir qu'on va utiliser une solution qui s'appelle Glitch.
glitch type. Ah, je sais pas taper. Glitch type. Qu'est-ce que c'est glitch type? Glitch type, c'est un outil simple et open source de tracking d'erreurs. Donc concrètement, qui va capter vos logs. Plutôt que de les envoyer dans des fichiers, vous allez les envoyer dans une plateforme qui va les centraliser. Et ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus agréable de les consulter, de voir l'occurrence de l'erreur qui reviendrait plusieurs fois. Alors que là, dans le fichier, eh bien, c'est à vous de faire l'analyse. Là, l'outil va vous permettre de vous faciliter la vie. Glitch Type, c'est une solution qui expose la même API qu'un autre outil que vous avez peut-être déjà entendu parler, qui s'appelle Sentry. Sentry, que vous pouvez d'ailleurs auto-héberger également, il n'y a pas de souci. Alors, il y a une version SaaS et puis il y a une version que vous pouvez auto-héberger. Pourquoi est-ce que je lui préfère Glitch Type, même si j'aime beaucoup Sentry et que dans un certain nombre de cas, il est tout à fait adapté, mais Glitch Type, l'avantage, c'est qu'il est beaucoup plus léger à héberger. Il va consommer moins de ressources et je trouve qu'il est un peu plus simple à utiliser quand vous avez des besoins pas forcément hyper sophistiqués. Et disons-le entre nous, dans plein de cas, ça suffit largement parce que je vous assure qu'il y a plein de projets où il n'y a pas de centralisation de log et on fait tout, hop, on se lèche le doigt, on lève le doigt, dans quel sens va le vent et puis on fait comme ça. Donc là, avec Glitch Type, vous avez quand même quelque chose d'assez intéressant. Donc, on va voir comment le déployer. Vous allez voir, c'est très simple. On va aller dans la documentation. Il nous propose directement, où est-ce qu'on peut voir ça? Installation guide, voilà. Nous, on va suivre la documentation avec Docker. Et là où c'est génial, c'est qu'il nous donne directement un exemple de fichier Docker. Donc, on va directement prendre le contenu du fichier Docker ici. On va aller complètement écraser le Docker de base qui est fourni avec Symfony, parce qu'on n'en a pas besoin dans notre cas. Donc, je l'écrase complètement et je vais juste récupérer dans le Docker Compose Override juste le petit mailer, non pas qu'on va en avoir besoin, mais pour que Glitch Type démarre, il a besoin, hop, j'ai peut-être été un petit peu radical sur mon copier-coller, mais pour que Glitch Type démarre, il a besoin d'un serveur de mail disponible, même si on ne s'en sert pas. Allez. Donc là, j'ai copié-collé directement le Docker Compose de Glitch Type. On va légèrement le modifier. Je vais modifier le port parce que moi, le port 8000, il est déjà utilisé chez moi. Donc, je vais mettre le port 8089 ici. Il faut qu'on change. Qu'est-ce qu'il faut qu'on change? Le nom du serveur SMTP ici. Donc, nous, on va l'appeler mailer 2.1025. Pourquoi est-ce que je l'appelle mailer 1025? Tout simplement parce que le conteneur mailer, il s'appelle mailer et qu'il expose un port 1025. C'est très bête, mais ça fonctionne très bien comme ça. Et enfin, moi j'ai dit que j'exposais l'application Glitch Type sur le port 8089. Donc on va changer ici l'URL qu'aura notre Glitch Type. Ça sera sur du HTTP : je suis en local, je ne m'embête pas avec le HTTPS. 127.0.0.1 2.8089. Parfait. Donc là, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose à faire dans la configuration et on va tout de suite, hop, Docker, compose, pas down, on va lui faire un up, -d. Donc là, je démarre ça. Qu'est-ce qu'il me dit? Database. Oui, c'est le Docker override là qui ne veut plus rien dire. Donc on va gentiment, hop, le supprimer. Voilà. Et là, si je démarre, c'est parti. C'est en train de me créer mon instance de Glitch Type. Donc, allez, on va consulter ça tout de suite. On va aller sur le 127.0.0.1 sur le port 8089. Et là, logiquement, magnifique. On a l'invite de connexion. On va faire s'inscrire. On va se créer un petit compte test@test.com. Un petit mot de passe. Hop, hop, hop. C'est le petit mot de passe que j'utilise à chaque fois pour les tests. Et je me log, et parfait. Donc là, il me propose, je vais peut-être zoomer un petit peu pour que vous y voyez un peu mieux, de créer une organisation. On va créer l'organisation YoanDev, tout simplement. Voilà. Et là, il me dit, votre organisation n'a pas de projet. Allez, on va se créer un petit projet. Il nous propose un certain nombre de plateformes. On va chercher Symfony. Voilà, parfait. Il nous dit, c'est bien, Symfony, ça existe. Le projet, on va l'appeler test. Il nous demande de créer une team. On va se créer la team YoanDev. C'est parti, et on crée le projet. Et là, vous voyez qu'il nous donne toutes les consignes. Vous allez voir qu'on n'a pas grand-chose à faire. C'est là où c'est assez génial.
première chose, il faut qu'on installe le Sentry Symfony. Je vous l'ai dit, hein, Glitch-Tip utilise, expose la même API, le même SDK que Sentry. Donc, pas de problème, on peut utiliser le bundle de Sentry pour Symfony. On l'installe. On ne se pose pas de questions, vous allez voir, c'est très simple à utiliser. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Allez, on applique les recettes. C'est parti. Et c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, vous pouvez aller paramétrer le tracing des performances. Parce que vous allez voir que Glitch-Tip, en plus de loguer les erreurs, peut aussi tracer vos performances. Par défaut, il dit, ben, écoute, je peux attraper 10% des requêtes et je te fais des stats sur les 10% des requêtes. Donc nous, on va garder ce truc de base. D'ailleurs, regardez, il nous donne ici la monologue intégration. Ça tombe bien, hein. Depuis tout à l'heure, on parle de monologue. Et là, il nous donne eh bien, la configuration à utiliser. Vous pouvez honnêtement la copier telle qu'elle sans vous poser de questions. Vous la prenez, elle vous copie à la fois la configuration de Sentry avec ici le petit pourcentage, on va dire, de performance de requêtes qui sont analysées pour les performances et le paramétrage de monologue. Donc nous, on va copier les deux. Hop, hop, on va aller dans notre projet. Où est-ce qu'il est passé mon projet? Il est là. On va aller dans le fichier config, package. Il y a un nouveau fichier qui s'appelle Sentry.yml. On écrase tout ici et on le colle à la place. Parfait. Et enfin, dernière chose que nous devons faire, c'est d'aller paramétrer notre petit fichier, notre Sentry DSN dans le fichier env. Et donc là, on a le DSN ici directement. Vous voyez, on peut copier-coller l'URL. On va aller dans notre .env. Alors en vrai, il aurait fallu faire un .env.local, hein, mais là, on est vraiment pour la démonstration. Je colle ici gentiment la petite URL qui m'a été fournie. Et là, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je n'ai plus rien d'autre à faire. Regardez, je vais ici, je vais générer plein d'erreurs. Je fais plein de F5. Et ici, dans Glitch-Tip, je n'ai plus qu'à rafraîchir ma page. Et logiquement, alors on devrait, sauf si j'ai fait une boulette quelque part, ce qui est tout à fait possible. Est-ce que j'ai fait une boulette quelque part? Est-ce que j'ai peut-être pas rafraîchi mon cache? Regardez, on va rafraîchir le cache ici. Ok, le cache a été rafraîchi. Et logiquement ici, si je fais F5 et que je rafraîchis ici, voilà, c'est bon, je commence à recevoir eh bien, tout simplement les logs. Donc là, vous voyez que c'est très intéressant. Vous voyez que j'ai eu pratiquement aucune configuration à faire. Et là, vous voyez que si je fais plein de F5, donc je fais volontairement, je génère plein d'erreurs. Si je viens ici sur mon Glitch-Tip, vous allez voir que, eh bien, il va me dire le nombre de fois d'occurrence que l'événement est arrivé. Vous voyez que le message notice, si je rentre ici, et je peux me balader dans l'historique. Vous voyez, je peux voir le nombre de fois que précisément ce message d'erreur notice est arrivé, c'est reproduit. Vous voyez que là, il me dit qu'il y a eu 18 fois. Donc il l'a capté 18 fois. La première fois, il y a 33 secondes. La dernière fois, il y a 11 secondes. Donc ça peut comme ça vous donner un petit peu, de visibilité un petit peu sur ce qui se passe. Vous avez plein d'infos intéressantes. Vous avez la route sur laquelle la personne se trouvait au moment où il y a eu l'erreur. Vous avez la version d'exécution. Vous avez le nom de l'OS. Vous avez la release, donc le commit sur laquelle on se trouve. Vous avez l'environnement si vous êtes en prod ou en dev. Et puis ensuite, vous avez toute la stack trace qui est disponible ici. Donc, vous avez toutes les infos qui vous permettent de mieux comprendre ce qui s'est passé. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant. Et puis, vous avez quoi? Vous avez le user report. Bon, là, vous voyez que ce n'est pas activé. Parce que là, il faudrait installer un petit bout de JS pour pouvoir avoir les côtés utilisateurs. Donc nous, on ne va pas le faire, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Mais comme vous le voyez, c'est très intéressant. Et puis comme je vous parlais tout à l'heure des performances, vous allez voir qu'effectivement, on voit que il analyse une fois sur 10 à peu près. Donc on voit que là, eh bien, pour accéder à notre route error, on est à peu près là, il a mis 318 millisecondes. Donc après, il faudrait la recharger plein de fois dans le temps pour qu'on ait les 10%. Pour que, voilà, de temps en temps, ils mettent ça, il analyse plus précisément une requête. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à cliquer assez de fois pour qu'il voie là 5 fois. Et donc là, c'est intéressant parce que du coup, on voit que le temps habituel, c'est 258 millisecondes. Là, on voit qu'il l'a analysé 5 fois. Donc, bon, voilà, ça permet d'avoir rapidement comme ça des petites
des petites métriques en plus, ça coûte pas plus cher de l'activer. Et puis bien sûr, hein, vous avez ici eh bien, vos logs qui vont s'accumuler. On voit le nombre de fois que tel message apparaît, donc ça peut être intéressant. Je ne sais pas si vous déployez une mise à jour et puis que vous voyez qu'il y a un message particulier qui explose, et alors que ce n'était pas le cas précédemment, ça veut dire peut-être que vous avez introduit un bug, une régression, quelque chose comme ça, donc très intéressant. Pareil, hein, je ne vous ai pas montré, mais si on fait une erreur, volontairement une erreur 404, voilà, je génère une 404, eh bien, GlitchTip va attraper la 404 sans problème, hein. Vous voyez qu'ici, il a bien attrapé la 404. Il me dit donc que Symfony a levé une not found d'HTTP exception. Ça marche très très bien aussi. Qu'est-ce qu'on peut tester? On peut tester, hop, ça on s'en fiche, on peut tester de protéger la route error pour eh ben, qu'on n'y ait pas accès en fait, hein, pour avoir un problème d'accès. Donc on va lui dire que la route error est protégée. Hop, error. Hop, on va se rafraîchir notre petit cache. J'avais dit qu'on allait le faire un certain nombre de fois dans cette vidéo. Et donc là, si je vais sur slash error, je vais me prendre voilà, une jolie 401. Et donc là, regardez, GlitchTip, évidemment, hein, il a bien reçu ça. Donc il me retourne bien le message. Il me dit, bon, mais ok, le access denied. Et puis après, il me dit même d'autres choses. Il me dit, vous voyez, que je n'ai pas configuré d'entry points pour le 401. Donc voilà, il me remonte d'autres messages d'erreur. Ça, c'est des messages d'erreur aussi qui peuvent vous aider à débugger votre application, y compris en production. Donc vraiment, très intéressant. Donc GlitchTip, c'est vraiment une solution sympa qui est facile, vous avez vu, à mettre en œuvre. Alors vous pouvez l'héberger évidemment, hein, vous pouvez mettre ça sur un VPS. Regardez bien la documentation. Protégez bien votre glitch type derrière un reverse proxy, mettez du HTTPS, bloquez les ports, etc. Bref, faites appel à des ops hein, si vous en avez dans vos équipes. Moi, j'ai eu à déployer il n'y a pas longtemps un glitch type pour une équipe et pour le moment, on en est assez content. On avait précédemment installé un Sentry, mais c'était vraiment, comme je vous le disais, beaucoup trop lourd en termes de ressources, en termes de consommation, etc. etc. Là, avec glitch type, on est sur quelque chose je crois honnêtement qu'avec Sentry, ça nous coûtait à peu près 60-70 euros par mois juste de faire tourner l'instance et rien d'autre, alors que là, on va être sur du 6-7 euros peut-être par mois. Donc, vous voyez que le ratio est quand même assez important. Alors, c'est sûr, Sentry fait plus de choses, mais honnêtement, nous, on ne l'utilisait pas. Donc là, avec GlitchTip, on a trouvé le bon niveau. Et d'ailleurs, si certains regardent ça, j'avais posé la question il y a à peu près peut-être un mois et demi sur Twitter. Quels sont les outils que vous utilisez? Et j'en ai testé un certain nombre qui m'avaient été proposés. Et finalement, c'est celui-ci que j'ai retenu parce que c'est celui avec lequel j'ai trouvé le plus de feeling d'utilisation. Je trouve que c'est simple à mettre en œuvre, c'est efficace, c'est compatible avec le SDK de Sentry. Donc du coup, très facile de l'utiliser dans plein d'applications. Là, on l'a vu hein, pour le côté back-end, mais vous pouvez bien sûr, hein, si vous mettiez ici dans le browser, JavaScript, on va marquer test, hop, on va créer le projet, et là, vous avez, vous voyez, directement, hein, vous pouvez mettre ça en place. Alors, est-ce qu'on peut le faire? Vous voyez, j'ai même pas testé ça. Ça, c'est un truc que j'ai jamais utilisé, parce que moi, je fais pas du tout de front, mais on va essayer de se faire ça. Vous allez voir, on va essayer de le mettre là. On va aller voir, hop, dans notre template, dans notre base.html. On va aller gentiment copier ça. Hop. On va se le mettre, hop, ici. On va le mettre, est-ce qu'on le met dans le body? Peut-être pas, on va le mettre ici, là, dans le header. Hop. Est-ce qu'il m'a fait ça comme il faut? Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Attendez. Ah voilà. Là, il faut mettre le DSN. Donc bon, c'est pas très propre logiquement. Il faudrait le passer en variable, mais on va pas s'embêter. On va faire ça comme ça. Hop, on va mettre notre DSN ici. OK. Et donc là, logiquement, si je charge... Alors, il faut que je rafraîchisse mon cache, bien sûr. Donc, on rafraîchit le cache. OK. On rafraîchit ici, tac, tac, tac. Et est-ce que lui, il va capter des choses? Peut-être que lui, il capte que s'il y a une erreur. Hein. Ah, quoique, Sentry init. Est-ce que ça marche ce que j'ai fait? Je suis pas sûr que ça va marcher hein, ce que j'ai fait. Surtout que j'ai oublié de lui mettre une balise de fin de script. Si, là, il y en a une. Alors, attendez, on va essayer de le mettre dans le body peut-être. Ici. Par contre, c'est complètement éclaté la mise en page. C'est trop bizarre. Hop, hop.
Hop, hop. Je rafraîchis mon cache. Ça, j'ai jamais testé honnêtement. Donc là, je suis en train de faire un truc que je n'ai jamais testé. Ok. Est-ce qu'il me l'a mis? Ouais, là, il m'a bien mis les scripts. Là, il me charge bien ça. Alors, est-ce que ça suffit? Je suis pas certain que ça suffise. Ouais, voilà. Bon, ça suffit pas. Il faudrait que je creuse un petit peu plus. Ah oui, ça c'est si. Ok, ça c'est si on veut lever une erreur volontairement. Eh oui, parce que comme je lève pas d'erreur, ça ne peut pas marcher. Est-ce qu'on pourrait... euh, Ah oui, ok. Bon, écoutez, on va pas s'embêter, hein. C'était pas le but de l'objet de la démonstration, mais sachez que vous pouvez l'utiliser, hein, pour du JavaScript. De la même façon, hein, vous pouvez l'utiliser pour plein de solutions. Vous voyez, tout ce qui est supporté, il y a vraiment beaucoup de choses, hein. Vous avez du browser, vous avez du desktop, vous avez vraiment beaucoup de choses. Donc, n'hésitez pas à vous faire plaisir avec ça. Bah écoutez, je crois qu'on arrive tranquillement à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à mettre un pouce, à laisser un petit commentaire, à partager la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien, abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente journée, une fin de nuit, fin de week-end, début de week-end. Bref, prenez soin de vous et des autres et à très bientôt. Ciao, ciao.